Est-ce que le marché crypto peut repartir en 2026? C'est la question en ce moment et la réponse, elle dépend d'un seul homme. Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, et hier il a dit un truc qui a fait perdre 4 000 $ à Bitcoin en quelques heures. Et pendant ce temps, on a 16 cryptos qui viennent d'être officiellement reconnus par le gouvernement américain, pas comme des actifs dangereux, mais comme des matières premières, comme l'or. Aujourd'hui, du coup, on va faire un épisode un peu différent. On va prendre le temps de vraiment expliquer comment la Banque centrale américaine fonctionne, pourquoi ces décisions font monter ou baisser vos cryptos, ce qui se passe avec Powell et son successeur, et surtout, quand est-ce que ça peut repartir. On va aussi parler du coup de ces 16 cryptos qui changent de statut et d'un indice boursier mythique qui vient de donner sa licence à une plateforme crypto. Mais d'abord, on a un truc important à vous annoncer. Le 2 avril, on fait un live et pas n'importe quel live. On dévoile toute notre stratégie crypto du Mayor of Club. Tout, hein, comment on investit, comment on gère, la méthode complète. Et la preuve que ça marche, d'ailleurs, Kylian, tu étais membre du club avant d'être ici, on est d'accord? Ouais, complètement. En vrai, avant d'être derrière ce micro, j'étais membre du Mirov Club et c'est comme ça que j'ai appris. Je suis passé en gros moi, à peu près de 2000 à plus de 70 000 $ en crypto en 2 ans avec cette approche. Maintenant, je fais partie de l'équipe et je suis hyper content d'être là. Et moi, vous allez découvrir tout mon parcours. Moi, à la base, je viens de l'agriculture, pas du tout de la finance. Donc, vous allez comprendre comment j'en suis arrivé là et pourquoi est-ce que notre stratégie fonctionne, même dans un marché comme celui dans lequel on vit en ce moment. Donc, le premier lien est en description. Le nombre de places n'est pas limité. Par contre, il y a plein de bonus et plein de cadeaux pendant ce live. Donc, inscrivez-vous, vous allez voir, ça va être super. Et comme d'hab, posez vos questions en commentaire. On en prend une à la fin de l'épisode. Allez, le point de marché. Donc, côté marché, Bitcoin à 70 800 $ ce matin. On était remonté à 76 000 en début de semaine. 8 journées vertes d'affilée avant de tout reperdre hier à moins 5% en 48 heures. Combinaison de la décision de la Banque centrale américaine et de l'escalade au Moyen-Orient. Pour Ethereum, on est à 2160 $, donc moins 7%. Quand le marché a peur, Ethereum souffre plus que Bitcoin, bien évidemment. Pour ce qui est du Fear and Greed, donc l'indice qui mesure la peur et la cupidité sur le marché crypto, qui va bien évidemment de 0 à 100, on est à 28, toujours en zone de peur. On est dans cette zone depuis maintenant 38 jours d'affilée. C'est la plus longue série depuis le crash de Terra Luna en 2022. Mais il y a un chiffre qui est quand même important là-dedans, c'est 1,06 milliard de dollars de rentrée sur les fonds crypto la semaine dernière. Donc malgré la peur, les gros investisseurs, ils rachètent pendant que les particuliers vendent. Côté altcoin, il n'y a pas grand-chose, c'est calme. Il y a eu Tao qui a un peu explosé ces derniers temps, mais globalement, il n'y a rien eu de majeur qui se passé. Si vous êtes sur de l'investissement long terme, c'est un marché d'attente. Si vous êtes sur du trading, il y a peut-être quelques opportunités, mais sinon, c'est la macro qui dicte plus ou moins tout, quoi. Ok, bon, la macro, ça commence par un endroit, la Banque centrale américaine, et on va prendre un peu de temps pour l'expliquer. Alors avant de rentrer dans le détail, la question que certains se posent peut-être, on est en France, alors pourquoi est-ce qu'on parle d'une institution américaine toutes les semaines dans un podcast crypto? La réponse, c'est que les États-Unis pilotent l'économie mondiale, c'est pas une opinion, c'est un fait, et la raison principale, c'est le dollar. Ouais, le dollar américain, c'est la monnaie de réserve mondiale. Quasiment tous les pays du monde, d'ailleurs, ont des dollars dans leurs réserves. Le pétrole, par exemple, se vend en dollars, les matières premières se vendent en dollars. Et surtout, les gouvernements du monde entier détiennent de la dette américaine. Donc, quand vous entendez parler de bons du trésor, c'est ça. C'est des pays comme la Chine, le Japon, l'Europe qui prêtent l'argent aux États-Unis. Résultat, quand la Banque centrale américaine prend une décision, ça affecte le dollar, qui affecte le pétrole, qui affecte l'inflation partout, qui affecte les taux partout, même en France. Et Bitcoin, bien évidemment, il est coté en dollars. Les ETF Bitcoin sont en dollars. Les plus gros échanges sont en dollars. Donc, quand la Fed décide quelque chose, Bitcoin réagit dans la minute. Maintenant, c'est quoi cette institution et comment elle fonctionne? Donc, la Fed, pour Federal Reserve, c'est la banque centrale des États-Unis. C'est l'institution globalement la plus puissante de la finance mondiale. Et son patron, c'est Jérôme Powell, un homme de 73 ans qui a été nommé par Trump en 2018 et qui part dans 2 mois d'ailleurs. On va en reparler. Lui, son job, c'est de piloter la politique monétaire américaine. Et pour piloter, il faut regarder 3 principales choses. Ouais, première chose, faut regarder l'inflation. Est-ce que les prix montent trop vite? Leur objectif, forcément à eux, en tout cas aux US, c'est 2% par an. Là, par exemple, on est à 2,7, principalement à cause du pétrole qui a flambé avec le conflit Iran. Deuxième chose, on a l'emploi. Est-ce que les gens trouvent du travail? Un marché de l'emploi trop fort peut aussi pousser l'inflation. Plus de gens qui travaillent est égal plus de personnes qui dépensent et donc les prix montent. Et on a une troisième, c'est la croissance. Est-ce que l'économie avance ou recule? Et le boulot de Powell, c'est justement d'équilibrer tout ça. Donc, si l'économie surchauffe, il va plutôt avoir tendance à freiner. Si elle ralentit trop, il va accélérer. Et pour freiner ou accélérer, globalement, il a 2 outils.
Donc, premier outil, les taux d'intérêt, c'est le plus connu. Un taux d'intérêt, c'est le prix pour emprunter de l'argent. Quand la Fed monte les taux, emprunter coûte plus cher, les entreprises investissent moins et les gens consomment moins, donc l'économie ralentit, c'est un peu le frein. Quand elle baisse les taux, emprunter coûte moins cher, l'argent circule, les gens dépensent, investissent, et ça va être plutôt l'accélérateur. Et voilà du coup le lien direct avec vos cryptos, c'est quand les taux sont hauts comme maintenant, on est aux alentours de 3,75%, bah vous pouvez mettre votre argent sur un livret ou sur des obligations et gagner globalement 4 à 5% par an sans risque. Donc personne va prendre le risque de mettre son argent sur Bitcoin, l'argent reste entre guillemets au chaud. Par contre, quand les taux baissent, votre épargne, elle rapporte plus rien. Donc l'argent sort des banques et va chercher du rendement, actions, immobilier et crypto. Au cas où on parle de 4-5%, pas en France, hein, le livret A en France, c'est à moins de 2%, mais on parle justement aux US. Le deuxième outil, le bilan de la Fed, c'est moins connu, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, la Fed, elle peut créer de l'argent, littéralement, hein, pour acheter des obligations d'État et injecter des liquidités dans l'économie. Quand elle fait ça, on appelle ça le QE, donc c'est le quantitative easing. En gros, il y a plus d'argent dans le système. Et à l'inverse, on a le QT, le quantitative tightening, c'est la Fed retire de l'argent du système. Et par exemple, en 2020, pendant le Covid, la Fed a injecté plus de 5 000 milliards de dollars en moins de 2 ans. Et c'est pendant cette période que Bitcoin est passé de 5 000 à 69 000 dollars. Puis justement, en 2022, elle a fait l'inverse. Donc elle a fait le QT, elle a retiré de la liquidité et Bitcoin est passé de 69 000 à 15 000. Ouais, donc la formule, elle est plutôt simple, hein. Taux qui baisse plus injection de liquidité, c'est bon pour la crypto. Les taux qui montent, plus la retrait de liquidité, bah, c'est mauvais et c'est plutôt mécanique finalement. En finance, on appelle ça risk on et risk off. Risk on, l'argent est facile, les gens prennent des risques, tout monte, actions, crypto. Et risk off, pour le coup, c'est l'argent qui coûte un peu plus cher, les gens se protègent et tout baisse, sauf les trucs sûrs comme de l'or ou des obligations d'État par exemple. Et la crypto, c'est l'actif le plus sensible à ça. Quand la liquidité arrive, Bitcoin monte plus vite que tout le monde. Et quand elle part, il baisse aussi plus vite que tout le monde. L'or, pour le coup, c'est l'inverse. L'or, c'est le refuge quand tout va mal. Et c'est ce qu'on a vu. L'or est passé de 3000 à 5000 dollars pendant que Bitcoin perdait à peu près 50%. Ouais, donc justement, hier, la Fed a maintenu ses taux à 3,75, donc on n'a pas eu de baisse. Et attention, parce qu'il y a une précision qui est importante, c'est que la Fed projette toujours une baisse de taux dans l'année 2026. C'est dans leur projection officielle. Mais les marchés, donc les traders qui paraissent sur le futur, eux, ils y croient plus du tout. Parce que justement, avec le pétrole au-dessus de 100 dollars et l'inflation qui repart, ils ne voient pas de baisse avant décembre au plus tôt. Et certains disent pas avant 2027. Et hier, après l'annonce, un Bitcoin est passé de 74 000 à peu près 70 000 dollars. C'est la 8e fois sur 9 réunions de la Fed que Bitcoin baisse juste après. Mais, et c'est important, Jérôme Powell, il part le 15 mai, donc dans moins de 2 mois. Trump a nommé Kevin Warsh pour le remplacer. Warsh, c'est un ancien de la Fed. Il était en 2008 pendant justement la crise financière. Et surtout, contrairement à Powell, il s'est prononcé récemment en faveur de baisses de taux plus agressives. Le problème, c'est que Warsh, il n'est pas encore confirmé par le Sénat. Un sénateur républicain bloque la confirmation tant qu'une enquête sur Powell n'est pas résolue. Parce que oui, il y a une enquête criminelle du ministère de la Justice sur Powell en ce moment. C'est quand même du jamais vu. Et entre Powell et Trump, c'est la guerre ouverte. Trump le critique publiquement depuis plusieurs mois parce qu'il ne veut pas baisser les taux assez vite. Donc on a un patron de la Banque centrale qui s'en va dans 2 mois, qui est sous enquête criminelle et qui est en guerre avec le président, et un remplaçant qui est nommé, mais pas encore confirmé, donc c'est un peu le bordel. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 2-3 prochains mois vont quand même être cruciaux, parce que si Warsh est confirmé et qu'il arrive avec une politique plus souple, ce qu'il a quand même laissé entendre, bah ça pourrait vraiment changer la donne. Maintenant, il y a 3 scénarios. Scénario 1, c'est le conflit en Iran s'apaise, le pétrole redescend, du coup l'inflation retombe, et la Fed, avec ou sans Warsh, finira par baisser les taux. La liquidité revient et donc Bitcoin en profite. Le scénario 2, c'est la récession qui arrive. La probabilité, elle est quand même au-dessus de 48% aujourd'hui aux US. C'est le plus haut depuis 2020. Les défauts, notamment sur le crédit privé, dépassent les niveaux de 2008. Donc si l'économie casse, la Fed, elle est forcée d'imprimer massivement. Donc c'est toujours douloureux au début. En 2020, Bitcoin a perdu presque 40% d'un coup, mais ensuite, il a fait x14 en un an. Le scénario 3, c'est que le pétrole reste haut, il n'y a pas non plus de récession franche, la Fed ne bouge pas. Des mois sans catalyseur, donc c'est à peu près le pire scénario. Moi, ce que je pense, c'est que pour moi, il y a trop de stress dans le système. Le changement de patron de la Fed en mai, c'est un événement à surveiller de très près. Et en attendant, on accumule patiemment. C'est pas sexy, mais en attendant, c'est quand même ce qui marche. Et pendant que tout ça se joue en fond, il y a un truc qui quand même s'est passé cette semaine côté réglementation qui va compter pendant des années. Ouais, justement, 17 mars, il y a 2 jours, les 2 gendarmes financiers des États-Unis publient une décision commune sur 68 pages.
Qu'est-ce que c'est? Alors d'un côté, la SEC, c'est l'autorité qui surveille les marchés financiers, les actions, les titres. En France, ce serait l'équivalent par exemple de l'AMF. Et de l'autre, la CFTC, donc c'est celle qui surveille les matières premières comme le pétrole, l'or, le blé, etc. Et ils annoncent justement ensemble quelque chose, c'est que 16 crypto-monnaies sont officiellement des matières premières numériques, pas des titres financiers. Donc la liste, on a Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Chainlink, pardon, Avalanche, Polkadot, Stellar, Hedera, Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu, Tezos, Bitcoin Cash, Aptos et Algorand. Donc en gros, si vous avez d'autres cryptos que dans cette liste, il faut tout vendre. Je rigole, bien évidemment, c'était une petite blague. Bon, et pourquoi c'est énorme? La différence entre titres financiers et matières premières, pour vous, ça peut sembler technique, mais c'est tout sauf un détail. Un titre financier, ou ce qu'on appelle une security, c'est ultra régulé. Pour le créer, le vendre, le lister, il faut des autorisations partout, des audits, des rapports, des validations. C'est le monde des actions en bourse. Une matière première, par contre, c'est comme l'or, le pétrole, le blé, c'est beaucoup plus souple. Ça se trade librement, il y a moins de contraintes et du coup, il y a beaucoup plus d'accès. Et maintenant, ces 16 cryptos, elles ont exactement le même statut que l'or et c'est officiel. Et pour comprendre ce que ça change dans la vraie vie, hein, les plateformes crypto aux États-Unis vivaient dans la terreur. L'ancien patron de la SEC, Gary Gensler, disait que quasi toutes les cryptos étaient des titres financiers non enregistrés, donc il attaquait tout le monde en justice. Coinbase, la plus grosse plateforme américaine, a dépensé entre 50 et 100 millions de dollars juste en frais de justice pour se défendre, et leur action en bourse a perdu entre 10 et 20 milliards pendant cette bataille. C'est fini, le nouveau patron de la SEC, Paul Atkins, a dit exactement: on n'est plus la commission des titres financiers et de tout le reste. Donc c'est un virage à 180 degrés. Ouais, la décision est précise car elle crée justement 5 catégories de crypto. Donc les matières premières numériques, c'est nos 16. On a aussi les collectifs numériques, les NFT, les outils numériques, les stablecoins et les titres financiers numériques. Donc seule justement la dernière catégorie reste sous la juridiction stricte de la SEC. Le reste, du coup, c'est beaucoup plus libre. Et justement, un détail important, le stacking, donc ça veut dire en gros, quand vous bloquez vos cryptos pour faire tourner un réseau et gagner des intérêts, ce n'est pas considéré comme une opération financière régulée. Pareil pour le mining et les airdrops. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques épisodes, hein, quand les deux agences, elles ont signé ce fameux accord de coopération, c'était un peu la première étape. Là, c'est l'étape concrète. Ils ont mis les noms sur la table. Et pour nos auditeurs en France, ça nous concerne quand même directement, parce que quand les États-Unis régulent, forcément, l'Europe finit par suivre. Donc c'est toujours comme ça, hein. Et surtout, ça ouvre la porte aux ETF sur Solana, XRP, Cardano, des produits auxquels vous pourrez accéder depuis votre PEA ou potentiellement vos comptes titres. Le truc que personne ne retient cette semaine parce que le prix baisse, c'est que cette décision va compter pendant les 5 à 10 prochaines années. C'est les fondations, et quand la liquidité revient, tout ce qu'on construit maintenant va amplifier le mouvement. Personnellement, je pense que structurellement, c'est peut-être bien la meilleure semaine pour la crypto depuis l'approbation des ETF Bitcoin début 2024. Donc le prix ne reflète pas parce que le prix est piloté par la macro, mais quand la macro se retournera, ces fondations, elles vont tout changer. Et c'est pas le seul signal. Tanguy, on a aussi un truc du côté du S&P. Deux trucs cette semaine côté finances traditionnelles qui sont assez importantes. C'est que premièrement, la SEC a autorisé le Nasdaq, donc la deuxième plus grande bourse américaine, celle où sont cotés Apple, Google, Amazon, à trader des actions sous forme de tokens numériques, donc des actions sur une blockchain. Et deuxièmement, et c'est le plus important, le S&P Dow Jones Indice, l'entité qui gère d'ailleurs le S&P 500, l'indice boursier le plus suivi du monde, a donné sa licence officielle à une plateforme crypto. Et là, c'est un point qui quand même mérite qu'on s'arrête. Le S&P 500, c'est quand même la référence. C'est l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc quand on dit la bourse monte ou la bourse baisse, c'est surtout du SP 500 qu'on parle. Et l'entité qui gère ces indices, donc le S&P Dow Jones Indice, il a décidé de donner sa licence à une plateforme crypto, TradeXYZ, qui opère sur Hyperliquid. Concrètement, vous pouvez maintenant trader le S&P 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis votre téléphone sans courtier. Donc le fait que le S&P Dow Jones Indice donne sa licence officielle, c'est un saut de crédibilité. C'est pas un projet dans un garage qui fait un clone du S&P, hein, c'est le S&P lui-même qui dit « Allez-y, utilisez nos données, notre marque sur des rails crypto ». Et tout ça raconte la même histoire, hein, la SEC qui clarifie le statut des cryptos, le Nasdaq qui tokenise les actions, le S&P qui donne sa licence au monde crypto. La finance traditionnelle ne regarde plus la crypto de loin, elle commence vraiment à fusionner avec, et ça se construit maintenant, pendant que les prix baissent, pendant que tout le monde regarde ailleurs, quoi. Et c'est là vraiment où il y a toujours les meilleurs projets en plus qui sortent, donc c'est plutôt cool. À mon avis,
puis, tout ce dont on vient de parler, les 16 cryptos reconnus, le Nasdaq tokenisé, le S&P qui licence la crypto, c'est l'autoroute. Elle est en construction et le jour où la Fed va rouvrir les vannes, quand les taux baissent, quand la liquidité va revenir, bah, l'argent, il va emprunter cette autoroute directement vers la crypto. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Banque centrale américaine, c'est pas juste un signal abstrait, c'est le déclencheur de tout. Le jour où Powell ou Warsh va annoncer une baisse, toute cette infrastructure, elle va s'activer d'un coup. Avant de conclure, je vous rappelle, posez vos questions en commentaire. On répond à une question de notre précédent podcast et on nous a demandé si avec tout ce qui se passe, est-ce que c'est pas le moment de tout vendre ou de revenir plus tard? Donc je vais être direct, tu aimé le marché, ça marche pas. Personne sait quand le conflit Iran s'arrête, quand le pétrole va redescendre, quand la Fed va changer de patron et de politique et le jour où ça arrive, Bitcoin reprend 10 à 15 en 24 heures et tu as raté le train. Donc ce qu'on sait, c'est qu'historiquement, vendre dans la peur et racheter quand on se sent bien, bah, dans l'immense majorité des cas, tu rachètes plus cher. Parce que tu vends au fond et tu attends d'être rassuré, mais quand tu es rassuré, bah, le prix il a déjà remonté et le timing va très vite. Maintenant, si tu as besoin de cet argent pour vivre dans les 6 prochains mois, c'est pas de l'investissement, bah, c'est de la survie. Et la survie passe quand même avant tout. Moi, mon conseil, et comme vous le savez, ceci n'est pas un conseil en investissement, si tu as un plan, suis ton plan. Si tu n'as pas de plan, c'est quand même un problème. Pour moi, je pense qu'un investissement régulier, un horizon de temps long, et globalement, Mmh. tu peux t'en ficher du bruit. Et si jamais tu veux un plan, le 2 avril, justement, on monte le nôtre en détail. Ouais, c'est le premier lien en description pour vous inscrire. On vous rappelle que l'inscription est totalement gratuite. Donc, merci à toi pour cette question. N'hésitez surtout pas à poser les vôtres en commentaire et d'ailleurs à lâcher un petit j'aime si ce format vous plaît. Du coup, ce qu'il faut retenir, on a la Banque centrale américaine qui pilote tout, pas de baisse de taux pour l'instant, tant que le pétrole reste au-dessus des 100 dollars, la Fed est globalement coincée, mais le changement de patron en mai, avec Powell qui s'en va et Warsh qui arrive, bah, c'est quand même un événement à surveiller de très près. Et le jour où la liquidité va revenir, Bitcoin en profite, comme à chaque fois. Structurellement, c'est une semaine quand même historique. 16 cryptos sont reconnus comme des matières premières. Le Nasdaq qui tokenise des actions. Le S&P 500 qui donne sa licence officielle au monde crypto. Donc, il y a quand même toute l'infrastructure du prochain cycle qui est en train de se construire sous nos yeux. Patience, plan et long terme. Kylian, C'est ça et en vrai, je vais encore me répéter, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais gardez du cash, gardez votre plan et surtout le 2 avril, le live du Murov Club, le lien est en description, on dévoile tout. Il y aura pas mal de bonus, plein de cadeaux qu'on est en train de préparer, donc ça va être un vrai banger, venez, vraiment. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. ciao les amis, à très vite. Salut, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.